Bonjour, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci non pas à un comics. Alors je sais que ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui me suivent régulièrement ne sont pas habitués à ce que je parle d'autre chose que de comics, mais je ne lis pas que ça. Voilà, et donc de temps en temps, ça me fait quand même bien plaisir de vous parler d'une autre de mes lectures, une lecture qui a compté pour moi, que je trouve absolument extraordinaire. Et cette fois-ci, on va parler d'un manga qui s'appelle Kingdom, qui est scénarisé, dessiné, etc., mis en lumière, ce mec est un prodige, par Yasuhisa Hara. Et là, mec, t'es en train de te dire, nom de Dieu, mais il a réussi à dire ce nom extrêmement compliqué sans regarder le nom qui est sur cette boîte juste là. Eh bien oui, j'ai réussi à m'en rappeler, je suis assez fier. Pourquoi je vais vous parler de Kingdom? Alors pour ceux qui suivent un petit peu le podcast, la rubrique geek, j'en ai parlé souvent, j'en ai parlé d'une manière régulière, mais là j'avais envie d'en parler sur ma chaîne, en vidéo, et de faire une sorte de point d'étape, puisque j'ai réussi à lire, enfin j'ai réussi, c'est pas non plus l'exploit de l'année, faut pas déconner, mais j'ai lu les 50 premiers tomes de Kingdom, qui c'est une belle entrée en matière, hein, on peut se le dire tout à fait tranquillement. Je pense que quand on a lu 50 tomes de Kingdom, on peut en parler, Et c'est un chiffre rond, j'ai envie de dire, 50. Je trouvais que c'était l'occasion pour moi de faire une petite vidéo et d'expliquer un petit peu plus en profondeur ce qu'est Kingdom, ce que ça raconte et surtout pourquoi ce manga est totalement stratosphérique. Et en même temps, j'ai envie de discuter un petit peu des réticences que peuvent avoir quelques-uns de mes abonnés, de mes copains, des gens avec qui je discute. Pourquoi en fait ils n'ont pas envie de franchir le pas et d'essayer d'aller sur Kingdom. Et j'ai envie de discuter aussi de ces points-là pour lever, peut-être, je l'espère, les quelques doutes qui peuvent subsister en eux. Alors de quoi ça parle Kingdom? Ce qu'il faut savoir, c'est que Yasuhisa Hara, il nous raconte une histoire qui n'est pas totalement inventée. Il va s'appuyer sur une trame historique, il va s'appuyer sur des textes qui ont plus de 2000 ans, qui racontent en fait l'histoire de la Chine et son unification, grosso modo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 2000 ans, la Chine, cette immense contrée, était morcelée en plusieurs royaumes, 7 si je ne dis pas de bêtises au moment où on commence cette histoire. Et donc il va expliquer, c'est le point de départ en fait de son histoire. Et dans cette histoire, on va suivre deux personnages. On va suivre réellement évidemment beaucoup plus, mais il y a vraiment deux axes principaux. Le premier axe, on va suivre un personnage qui a réellement existé, qui s'appelle, alors là ma prononciation risque d'être catastrophique, pour moi je l'appelle Issei, E-I plus loin S-E-I. Est-ce que ça se dit comme ça? J'en ai pas la moindre idée, moi je dis essaye. Essaye d'y arriver, c'est nul comme blague. Bref, essaye, je sais pas. Et on va suivre ce personnage qui est en fait le roi de l'état de Qin, voilà, qui est un des 7 états qui est en Chine. Et on sait dès le début de ce récit, donc c'est un gamin au moment où on prend cette histoire. Et d'entrée de jeu, l'auteur nous divulgue en fait ce point, c'est que ce personnage, ce jeune gamin qu'on voit là, est celui qui va parvenir dans son règne à unifier l'ensemble de la Chine. Il va réussir à unifier les 7 royaumes. Quand, comment, pourquoi, tout ça on n'en sait rien, mais on sait déjà que ce jeune gamin qu'on rencontre, qui est un futur roi, et on sait que c'est lui qui va réussir ce tour de force que d'unifier la Chine. Donc ça c'est vraiment la première trame, on va suivre ce roi-là. Et on va pas simplement suivre le roi, parce que j'ai pas c'est un personnage extrêmement important, évidemment, mais c'est à mon sens pas le personnage principal. Le personnage principal c'est lui, c'est Shin. Shin qui habite en Chine. Oh là là, on fait des blagues de qualité dans cette vidéo, j'ai envie de te dire. Et donc Shin, pour te situer un petit peu le personnage, c'est un orphelin qui est quasiment à moitié esclave, qui est pareil, à peu près du même âge que Issei. Et lui, alors c'est vraiment, enfin, il a une vie de merde, à moitié esclave, tu te doutes que c'est pas la panacée en Chine à cette époque-là, il y a 2000 ans. Et lui, son rêve, c'est de devenir un grand général de l'armée de Qin.
voilà, du pays dans lequel il est, c'est de devenir un immense commandant, un immense général. Il appelle ça devenir un grand général sous les cieux. C'est-à-dire qu'il y a les généraux, tu vois, et au-dessus, un grand général sous les cieux. C'est-à-dire vraiment un putain de cador dans l'armée. C'est son rêve. Et que ce soit Heisei ou bien Shin, là où Yasuisara réussit vraiment à faire un tour de force, c'est que l'un et l'autre ont des rêves extraordinaires, une ambition totalement démesurée, et très rapidement, en fait, il nous fait ressentir la difficulté de ce chemin, le labeur qu'il va y avoir pour pouvoir réussir à accéder à leurs rêves. Et ces deux rêves qui sont totalement dingues. Et on sait déjà que pour l'un d'entre eux, Heisei, on sait que d'entrée de jeu, lui, il va réussir à unifier la Chine. Le tout est de savoir comment, en combien de temps, de quelle manière, par des batailles, etc. etc. Ça, c'est le point de départ de l'histoire. Évidemment, et si tu veux, pour te faire ressentir le chemin qu'il y a à parcourir pour que l'un et l'autre puissent réussir à accéder à leurs rêves, c'est que d'entrée de jeu, dans les premiers tomes de l'histoire, Heisei est victime d'un coup d'état. Il est obligé de fuir de son palais, de se cacher dans une espèce de cabane de merde. Enfin vraiment, tu te dis, ce gamin qui est prêt à bouffer des racines parce qu'il est dans une merde noire va réussir à unifier la Chine, c'est totalement dingue. Le chemin à parcourir te paraît absolument considérable. Et c'est une des forces de ce récit. Alors il y a plusieurs points en fait que je trouve totalement dingues en fait dans cette histoire. C'est que évidemment, si tu veux, si tu as la prétention de vouloir unifier la Chine, il va y avoir un jeu diplomatique qui va s'installer. C'est de quelle manière en fait sont décrites les relations en interne de l'État de Qin et aussi avec les autres pays. Et tout ce petit jeu diplomatique avec les règles des gouvernements de la Chine de l'époque, c'est absolument savoureux en fait de découvrir ça. Et on se rend compte qu'il y a des machinations, des attentats, enfin pas des attentats, des coups d'État qui sont prévus, enfin ouais, tu vois. Et tout ça, ça met vraiment beaucoup de piment, beaucoup de sel en fait dans le récit. Ce que réussit très très bien Kingdom et Yasuisara, son auteur, c'est de nous montrer des personnages charismatiques. Évidemment, il y a Heisei, il y a Shin, mais plus le temps va passer et plus ils vont rencontrer des ennemis, des alliés, des amis, et c'est de réussir en fait à caractériser tous ces personnages d'une manière très juste et vraiment, hein, on est vraiment dans un genre manga, c'est-à-dire que quand un mec est badass, il n'est pas simplement badass, il est putain de badass, quoi, tu vois. Il est, quand le mec est puissant, il n'est pas puissant, il est putain de puissant. Et si tu veux, c'est vraiment ça qui est génial, c'est que chaque personnage qu'il réussit en fait à faire rentrer dans le récit, que ce soit un roi ennemi, un ministre, un commandant, un général, à chaque fois il réussit à les caractériser d'une manière très particulière, qui leur est très propre et toujours à les rendre absolument époustouflants. Il y a tout un tas de fois en fait où tu avances dans le récit, tu avances et tu vas tomber toujours sur une page où tu vas voir un général ou un ministre avec une position badass dans un moment choisi et où tu prends une tarte dans la gueule mais qui est juste monumentale. Et ça, Yasuisara, il nous en sert de ce type de scène évidemment d'une manière très régulière et surtout fait avec beaucoup de justesse. Je sais pas comment expliquer ça, c'est abusé. Mais quand t'es pris dans le récit, quand t'es dedans, c'est mort, t'es pris, t'es chopé. Et il peut te montrer un personnage que tu trouves vraiment abusé, où tu sais que, évidemment, il y a 2000 ans, les personnages n'étaient pas comme ça, évidemment, mais il arrive à te, entre guillemets, à te le faire croire, et tu es complètement embarqué dans l'histoire, et tu suis ces personnages absolument dingues, emblématiques, charismatiques. Et notamment Shin. Mais Shin... J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Je tourne la tête parce que je vais pas te mentir, je me suis pris quelques notes, mais c'est vraiment quelques mots griffonnés comme ça sur le papier pour essayer un petit peu je sais pas comment dire, de clarifier ma pensée, de l'ordonner pour que cette vidéo soit un tout petit peu plus digeste. Mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo
fleuve, allez vas-y on se lâche, on papote, on discute, qu'est-ce qu'il y a. Un autre point, évidemment, qu'on attend tous dans ce type de manga, tu te doutes que pour unifier la Chine, il va pas y avoir que des faire-part de mariage, hein. Non, hein, il va falloir à un moment donné qu'il y ait des batailles. Et il y en a, hein. Oh putain, il y a de la bagarre, ça c'est vraiment de la bagarre. Et donc c'est de la bagarre de l'époque, hein. Arc, flèche, lance, épée, voilà quoi, on est vraiment sur des batailles rangées, enfin c'est vraiment des... il y a tout un tas de styles de bataille. Tu vas avoir des petites batailles, 20 000 contre 20 000. Ça, c'est petit comme bataille à l'époque. Et puis, des fois, tu vas tomber sur des batailles où tu en as 200 000 d'un côté, 250 000 de l'autre. C'est un truc de malade. C'est totalement démesuré. Et aucune bataille ne se ressemble. Pour aimer Kingdom, je pense qu'il faut avoir une certaine appétence pour tout ce qui est stratégie de guerre. Et c'est un truc qui m'a toujours plu. Alors c'est pas la guerre qui me plaît, mais c'est comment la guerre est racontée et les stratégies que peuvent déployer les hommes pour réussir à gagner une bataille. C'est ça que je trouve intéressant. Et si, comme moi, vous trouvez cet aspect intéressant, cet aspect stratégique, avec Kingdom, vous êtes plus que servi. Parce qu'il n'y a jamais une bataille qui se ressemble. Parce que chaque bataille est différente en fait pour des raisons toutes bêtes. Ça dépend des forces en présence, le nombre de personnes qui peut y avoir d'un côté et de l'autre, leurs qualités et leurs défauts. Voilà, vous n'allez pas forcément vous battre de la même manière si vous avez des archers, si vous n'en avez pas, si vous avez de la cavalerie lourde, si vous n'en avez pas, si en face ils ont de la cavalerie lourde, vous n'allez pas forcément réagir de la même manière pour pouvoir les contrer, etc., etc. Donc il y a vraiment cette dimension stratégique qui est extrêmement importante. La stratégie, elle n'est jamais mise en place que par des hommes, et les hommes, hommes ou femmes, hommes au sens générique en fait du terme, les généraux, les stratèges, en fait, ils établissent leur stratégie suivant ce qu'ils sont eux, suivant leur propre caractère. Et donc vous allez avoir une énorme différence entre différents généraux. Par exemple, vous allez avoir un général qui va être extrêmement instinctif, extrêmement rentre-dedans, qui lui va observer le champ de bataille et prendre ses décisions un petit peu au débeauté. Et il va être vraiment très volontaire, il va rentrer dedans, il va tout le temps essayer de chercher un point faible, comme ils le disent dans ce Kingdom, de foutre le feu à la plaine pour que vraiment en fait le conflit s'embrase et que ça devienne fou. Il y a vraiment des stratèges qui sont dans ce goût-là. Il y a des stratèges qui vont être beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus dans l'attente, dans l'observation de ce qui se passe en face, dans essayer de disposer des pièges, des fausses pistes pour pouvoir contre-attaquer. Enfin, il y a vraiment tout un tas de trucs comme ça qui se mettent en place, et Yasuo Isahara, il le décrit très très bien, il fait coller ça avec la caractérisation des personnages, et c'est tout simplement fabuleux. Ce n'est pas la même bataille quand vous avez Kanki qui est un général qui est un ancien brigand, un bandit, une fripouille. Lui, il va gérer forcément ses troupes et ses attaques d'une manière bien particulière. Et si vous avez un mec comme Houssen, là c'est beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé, avec des fausses pistes, des pièges et ce genre de choses. Et aucune bataille n'est pareil. Un autre truc qui fait aussi que les batailles sont différentes, ça tient tout simplement au terrain. Si vous êtes dans des grandes plaines désertiques, vous n'allez pas vous battre de la même manière que si vous êtes au milieu d'une forêt quasiment tropicale. Et en fait, c'est tout ça qui rend les batailles à chaque fois très particulières, à chaque fois uniques, et à chaque fois, c'est totalement génial. Un des gros points forts de ce manga, j'en suis à 50 tomes, 0 temps mort. Je n'ai pas eu une seule fois l'impression de lire un tome où je me suis ennuyé. Non, on est tout le temps dans un récit qui est haletant. On est tout le temps pris à la gorge, ce sentiment que tout peut basculer d'un côté comme de l'autre à tout moment, que ce soit sur un aspect diplomatique ou sur un aspect absolument guerrier, stratégie guerre, tu as l'impression que tout peut basculer d'un côté comme de l'autre à tout moment. C'est ça qui est totalement génial.
Ce qui est important aussi dans un manga, alors je suis absolument, de toute façon je ne suis pas un spécialiste de comics, je ne suis pas un spécialiste de manga, mais ce que je remarque et ce que j'aime tout particulièrement dans les mangas, c'est cet aspect en fait de suivre un personnage, pas au berceau mais jeune, comme Shin par exemple, et de regarder son évolution. Voilà, comment il va grandir, comment il va se développer, comment il va s'affirmer, comment il va se forger. Et ça, on en est à 50 tomes, si je dis pas de bêtises, il y a 7 ou 8 années en fait qui se sont passées en fait dans le bouquin, et donc on a vu grandir Shin. On l'a vu, mini spoiler, mais on l'a vu rejoindre l'armée régulière de l'état de Qin comme troufion, clairement, et comment il va gravir les échelons. Comment il va gravir les échelons pour peut-être un jour accéder à son rêve ultime, devenir un grand général sous les cieux. Et le truc qui est génial, c'est que cette évolution, ce personnage, on y est nécessairement attaché parce qu'on le voit grandir. Et on le voit grandir sur un temps qui est nécessairement long pour qu'on puisse croire à ce personnage, y être attaché et trouver totalement sublime, totalement incroyable le fait d'avoir cette évolution et de le voir s'approcher de plus en plus en fait de son rêve, de son Graal. Et bien nécessairement tu ne fais pas ça en 3 tomes. Tu ne peux pas le faire en 4-5 tomes. On est nécessairement sur un temps long. C'est pas nécessairement. Tu peux trouver des auteurs qui vont te raconter la même histoire et qui vont faire des coupes, trancher, voilà. Mais le rapport que tu auras avec le personnage, il n'en sera que plus galvaudé, que plus petit. Et Yasuhisa, il réussit à la fois à choisir un temps long, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, un temps juste. C'est pas trop long, c'est pas trop court, c'est juste ce qu'il faut. Et donc, ça me permet en fait de rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est que quand j'en parle avec des collègues et que je lis, putain, j'ai lu 50 tomes de Kingdom, c'est totalement dingue comme histoire. La première réaction, les gens ils me disent, oh c'est bon, 50 tomes. Alors déjà, je peux comprendre qu'ils n'aient pas forcément envie d'acheter 50 tomes, mais t'es pas obligé de les acheter d'un coup, hein. Tu peux te dire 2 par mois, enfin... je crois que c'est 7 balles un tome, tu te dis 2 par mois, c'est 14 € par mois et ça va très bien. Mais c'est surtout en fait au-delà de l'aspect pécunier, qui est propre à chacun, mais ce qui ressort le plus en fait des discussions que je peux avoir avec mes collègues, c'est bon, j'ai pas envie de lire un truc de 50 tomes. Mais si c'est 50 tomes où tu te fais chier, je peux comprendre que t'aies pas envie de lire 50 tomes. Mais si c'est 50 tomes d'un voyage extraordinaire, 50 tomes que tu ne vois pas passer, 50 tomes où tu ne t'ennuies pas une seule seconde, qu'est-ce qui t'empêche d'aller dessus? Je te propose pas 50 tomes d'ennui, je te propose 50 tomes d'un voyage incroyable. 50 tomes minimum, hein, minimum, parce qu'à la fin, d'après l'auteur, si je dis pas de bêtises, il est parti sur un plan avec 100 tomes minimum. Mais il faudra ça. Mais il faudra ça, parce que si tu veux pouvoir unifier la Chine et que le lecteur y croit, mais tu te doutes bien que tu peux pas faire ça en 3 tomes. C'est un voyage fantastique sur le long terme. C'est nécessairement un temps long qui s'applique. Et alors vraiment, moi, j'aurais envie de vous dire vraiment de lever vos doutes sur le nombre de tomes. Le nombre, c'est pas une fin, c'est un moyen de te raconter une histoire et de te faire adhérer à cette histoire. Donc il faut éluder complètement en fait cette difficulté du nombre de tomes et je vous conseille de vous prendre. À mon sens, il faut passer les 4 premiers tomes. Les 4 premiers tomes, on est vraiment sur de l'installation basique d'un manga. Donc on n'est absolument pas sur le cœur, sur l'essence même de la série. Les premiers tomes sont très bons. Vraiment, je le dis en toute honnêteté, ils sont très bons. Mais à côté de ce qui arrivera tout de suite après, c'est que dalle en fait, c'est que dalle. Parce que ce qui arrive tout de suite derrière, c'est tout simplement fantastique, c'est fou. Donc il faut passer ces 3-4 premiers tomes, comprendre un petit peu les enjeux, où c'est qu'on met les pieds, les personnages, voir si vous adhérez un petit peu au principe, et puis après, mes amis, jamais vous ne vous ennuierez, jamais, jamais, jamais. Enfin là, j'en suis à 50 tomes, et non, je ne m'ennuie pas une seule seconde. Un truc qui est intéressant, c'est pas un spoiler, mais c'est une petite indication. À la fin du tome 40, Yasuhisa, en gros, il te laisse un petit mot, il te dit voilà,
là je viens de finir la première partie de l'histoire. Et c'est vrai. Et c'est vrai, ça peut te paraître complètement dingue ce que je te dis, tu vois, en te disant en 40 tomes, il a fini la première partie de l'histoire. Attention, c'est une partie extrêmement dense, avec énormément de choses qui se passent à l'intérieur, mais c'est comme si à la fin de ce 40e tome, les pièces sont installées. Voilà, l'échiquier est en place, maintenant on va jouer. Et putain, mais tu termines ce tome 40 en ayant la satisfaction du chemin parcouru et en même temps tu es groggy, enivré à l'idée de ce qui te reste à parcourir avec ces personnages. Enfin bon, tu l'auras compris, moi je suis totalement subjugué. Et j'avais presque envie de vous faire une vidéo, mais c'était putaclic, enfin c'est pas que c'était putaclic, mais c'était... je pense que ça aurait pu être opportun, mais j'ai pas eu envie de le faire. J'avais envie de faire un Kingdom versus Spider-Man Life Story. Et en fait, l'idée c'était d'attendre un peu les gens au tournant, parce que évidemment, la réaction première et légitime qu'on peut avoir, c'est qu'on ne peut pas comparer un comics à un manga en fait. Et oui, évidemment, qu'on peut pas les comparer. Mais il y a un point en fait sur lequel on peut le comparer et où en fait on se rend... Enfin, moi c'est un avis tout à fait personnel. Spider-Man Life Story, c'est une excellente histoire, j'ai passé un très très bon moment, mais pour moi, je le dis comme je le pense, c'est un aveu d'échec de Marvel. Ni plus ni moins. On te raconte en quelques numéros 40 ou 50 années, je ne me rappelle plus, de la vie de Spider-Man, mais avec des événements fantastiques, mais en fait au final tu ne fais que les survoler. L'immense talent de Chip Zdarsky, le scénariste, c'est de réussir à te faire croire que tous ces événements sont arrivés, et tout, mais finalement tu ne te poses jamais. Tu ne fais que les survoler. Ce qui rend intéressant Spider-Man, c'est l'évolution de ce personnage. C'est de voir comment ce jeune gamin qui perd son oncle, qui donc a des pouvoirs, comment il va faire pour les découvrir, les comprendre, les mesurer, arriver dans le temps, rencontrer Octopus, Norman Osborn, Venom, enfin tout ce qui peut graviter autour de ce personnage et de l'univers fantastique de Marvel. Imagine, on te prend cette histoire, mais on ne te la raconte pas en un tome à la con comme ça, mais on décide, entre guillemets, de donner les clés à Chip Zdarsky, de faire un truc à part de l'univers classique Marvel, et on lui dit vas-y, lâche-toi, et tu nous racontes ça, mais sur un temps long. Emmène-nous de 1960 en 2010, mais t'as pas 5 ou 6 issues, t'as le temps. T'as quelques années. Vas-y, fais-nous rêver. Imagine à quel point il aurait pu développer des personnages, à quel point il aurait pu rendre les thèmes qui sont abordés dans ce comics beaucoup plus intéressants. Et c'est la grande différence, en fait, entre Kingdom et Spider-Man Life Story. C'est que les deux ont l'ambition d'emmener le lecteur sur un temps long. L'un s'en donne les moyens d'y arriver, et l'autre ne fait que survoler les événements. Ça n'enlève pas les qualités de Life Story, à aucun moment. Mais le voyage est un peu galvaudé. Ça, c'est un voyage, ça, c'est une carte postale. Voilà, c'est la balle est dans votre camp. Est-ce que vous préférez partir en voyage en Chine et conquérir la Chine avec ces deux personnages, ou est-ce que vous préférez une petite carte postale sympa avec Peter Parker ? Voilà, bon bah moi j'ai pris les deux. Je me suis pas emmerdé, j'ai beaucoup aimé les deux, mais Kingdom... goût personnel, enfin voilà, c'est vraiment un sentiment très propre. Il est mille fois bien mieux. Enfin, pour moi, c'est totalement incomparable. Je crois que j'ai à peu près terminé. Vraiment, j'avais envie d'en parler au débeauté, voilà, sans déconner. Hein. J'ai pas fait énormément de préparation, mais j'avais plus envie de laisser parler le cœur, les sentiments que j'ai pour Kingdom. Je remercie d'ailleurs au passage Sam de Comic City, parce qu'il en parlait régulièrement. Il en parle régulièrement de Kingdom et c'est lui qui m'a donné envie de m'y intéresser. C'est disponible chez Meian, dans toutes vos librairies ou directement chez Meian. Et voilà, vraiment, si vous avez l'occasion, tentez le coup. 4-5 tomes, c'est peut-être le voyage le plus fantastique de votre vie de lecteur qu'on vous propose à ce moment-là.
c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors je le dis jamais, mais là je vais le faire pour cette vidéo. Alors abonnez-vous, ça je le dis toujours. Parce que quand même, merde, on fait abonnez-vous, nom de Dieu. Et suivez-moi si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Twitter, bon j'y suis, mais Twitter c'est une zone de guerre. C'est pas forcément mon plus gros délire. Mais sinon, je suis sur Instagram et sur Facebook, les rubriques de G. N'hésitez pas à me suivre, à partager cette vidéo. Enfin voilà, faites-vous plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans les rubriques de G.